Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débrief. En première partie de l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Istiqlal. Le parti a un nouveau secrétaire général depuis 5 mois, mais on n'entend pas beaucoup parler de l'Istiqlal dans les médias, bien que ce soit le plus vieux parti au Maroc et l'un des plus vieux au monde. Il y a une raison à cela. Nizar Baraka, nouveau secrétaire général, s'attelle discrètement à reconstruire la maison de son parti, passablement, voire même rudement malmenée durant l'ère Hamid Chabat. Nous y reviendrons. En seconde partie, nous irons loin, géographiquement. Donald et Kim ont rendez-vous. Vous l'avez compris, il s'agit de la fameuse rencontre, historique avant même qu'elle ne se tienne, entre les deux chefs d'État américains et nord-coréens. Ils se sont copieusement insultés et ils s'en sont même presque arrivés aux mains, rassurez-vous, par bouton interposé. Qu'attendre donc de leur rencontre? Nous débattrons de ces sujets avec nos invités, Naïm Kamel, directeur et fondateur du site Quid.ma, et Mehdi Michbel, rédacteur en chef du magazine Tel Quel. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Début octobre donc, Nizar Baraka est très largement élu secrétaire général de l'Istiqlal contre un Hamid Chabat qui aura finalement tout perdu, et le secrétariat général, et le comité exécutif, et même la mairie de Fès. Monsieur Baraka est connu pour être un homme de dossier, mais pas spécialement comme un tribun qui enflamme les foules, mais ça s'apprend. Dans l'attente, il s'occupe et se préoccupe de remettre de l'ordre dans sa maison. Pour quels objectifs? Comment? Avec qui? Nous y répondrons. Naïm Kamel, on commence avec vous. Qui est Nizar Baraka? Un bref récapitulatif de son parcours. Nizar Baraka est d'abord le fils de la famille. Il est le petit-fils de El Fassi, qui est l'un des pères fondateurs de l'Istiqlal, l'un des principaux pères fondateurs de l'Istiqlal. Et dans ce fait, on peut dire qu'il est tombé dans la position politique très tôt. Qu'il était dans le sillage, dans les débats, dans les discussions familiaux sur tout ce qui se passe en politique marocaine. Même du côté de son père, il ne faut pas oublier qu'il a eu déjà des hommes ministres comme Baraka, qui a été déjà chargé des relations avec le Parlement, il était ministre de l'UC. Et donc il est dans cette ambiance familiale. On lui connaît moins le parcours politique au sein de l'Istiqlal, c'est-à-dire que c'est un garçon qui va faire des études normales, qui va suivre un cursus académique normal, qui va faire son doctorat en France, un parcours, plutôt un cursus en économie, qui va revenir au Maroc. On ne lui trouve pas de traces dans la jeunesse de l'Istiqlal, on ne lui trouve pas de traces dans les associations parallèles de l'Istiqlal, mais... Il y a été un peu quand même à la jeunesse de l'Istiqlal. Très peu. Enfin, à ma connaissance du moins, très peu. Et il a commencé comme professeur universitaire à la faculté de droit de Rabat, puis il a décidé d'intégrer la fonction publique. C'est comme ça qu'il a rejoint le ministère des Finances. En même temps, évidemment, on va le trouver immédiatement dans l'entourage de son beau-père quand il deviendra... il était déjà, avant même que Abbas El-Fassi ne devienne secrétaire général de l'Istiqlal, j'ai souvenir de Nizar Baraka dans cet entourage, très proche de Abbas El-Fassi, qui est son beau-père par ailleurs. Donc, il est là, et quand Abbas El-Fassi prend le secrétaire général de l'Istiqlal, on va trouver Nizar Baraka dans ce qu'on a appelé comme ça, entre guillemets, le G14. C'était un groupe de jeunes qui devait accompagner Abbas El-Fassi dans son mandat de secrétaire général. Et donc, à partir de ce moment-là, il va prendre pied vraiment dans le parti et on va commencer à le retrouver sur le terrain. Maintenant, effectivement, on ne va pas le trouver dans les grandes campagnes électorales, dans les grandes joutes électorales. On ne va pas le trouver dans les bagarres électorales. On va Dieu sait qu'il y en a eu. Oui. Et on va le trouver plutôt dans les cercles de la réflexion, de la pensée. Et c'est un atout. Un parti n'a pas besoin que des gros bras qui vont descendre en découdre avec l'adversaire. Il a aussi besoin de gens qui réfléchissent, qui pensent, qui anticipent et qui encadrent. Et c'est ça un peu Nizar Baraka, si vous voulez. Il a eu aussi un parcours gouvernemental. Oui, bien sûr, il a été ministre des Finances. Des Affaires générales, puis des Finances. Puis oui, ministre des Finances, au sein duquel il a fait sa carrière professionnelle. Puis il a été ministre des Affaires générales auparavant, quand Abbas Fassi était chef du gouvernement, enfin il était Premier ministre, puis chef du gouvernement, quand la Constitution de 1911 a été votée.
2011. Donc, il a 2012, oui. Mais il est issu du mouvement de 2011. Donc, il a aussi, de ce côté ici, accumulé une assez bonne expérience. Je ne sais pas s'il a laissé beaucoup de réalisations en tant que en tant que ministre délégué aux Affaires générales ou au ministère des Finances. Je sais qu'il a eu une année le prix de meilleur ministre des Finances en Afrique. Et donc, ça lui fait du bagage, ça lui fait des atouts. Il connaît le parti, il ne faut pas dire qu'il ne le connaît pas. Donc finalement, il est petit-fils et gendre du secrétaire général. Et il est petit-fils de père fondateur du père fondateur, enfin petit-fils du président, gendre du secrétaire général. Voilà. Et aujourd'hui, il est lui-même secrétaire général du parti de l'Istiqlal. Mais dit Michbel, vous pensez qu'il pourra allier les deux fonctions de secrétaire général de l'Istiqlal tout en restant, parce qu'il reste toujours président du Conseil économique, social et environnemental. Comment il pourrait allier les deux choses qui sont des emplois à plein temps, si j'ose dire? Oui, c'est 2 emplois à plein temps, mais connaissant l'homme et les missions qu'il a eu à faire auparavant, je pense qu'il est capable de gérer les 2 postes. Il a une mission aujourd'hui au sein du parti qui est un peu lourde, qui est celle de restructurer le parti, redorer son blason, concevoir une nouvelle stratégie pour le parti, un nouveau programme, aller convaincre la population, etc. C'est une lourde mission, mais en même temps, le CSE, c'est une institution constitutionnelle. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas incompatibilité légale entre les 2 fonctions. Mais bien sûr, est-ce qu'un chef de parti peut être à la fois leader politique et chef d'une institution constitutionnelle? Ça, c'est une question, c'est la première fois que ça se pose après la Constitution de 2011. Mais en même temps, on voit aussi que Saad El Othmani, il est chef de gouvernement et secrétaire général de son parti. Aziz Akhnouch, ministre de l'Agriculture, de la Pêche, des Eaux et Forêts, du Développement rural. Il a aussi la casquette de chef de parti. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Pratiquement. Sur leurs heures de sommeil, certainement. Maintenant, je pense que le cumul de ces 2 fonctions, je pense qu'il faut trouver une solution à ça. Déjà, quand il a été élu secrétaire général, on parlait de probable démission. Mais dans ce genre de poste, je pense qu'on ne vient pas comme ça pour démissionner d'un jour au lendemain d'une institution du poids du CSE. Que c'est des choses qui se décident voilà, dans le temps. Donc je pense que là, il est en train de prendre ses marques au sein du parti. Le CSE est une institution qui fait un travail remarquable. On voit la qualité de leurs rapports, que ce soit pour les affaires sociales, économiques, tout ce qui concerne un petit peu leur périmètre d'action. Il est en train de faire un travail remarquable. Par contre, sa fonction au sein du Conseil économique, social et environnemental peut le servir beaucoup comme secrétaire général, parce que le CSE, c'est un petit peu un grand think tank économique et social où on discute, on débatte des sujets du moment, des problématiques économiques et sociales. On a une vision globale du moment. Il a une vision globale. Il a une vision globale sur la société. Il connaît les acteurs de la société marocaine. Il ne faut pas oublier que le CSE est une institution où sont représentées toutes les parties prenantes de la société marocaine. Les hommes d'affaires, les syndicats, les acteurs de la société civile, il y a même des cinéastes qui sont dans le Conseil économique et social. Donc ça lui permet d'avoir vraiment une vision globale de ce qui se passe dans le pays. Bien, Naïm Kamal, vous connaissez quand même assez bien le parti de l'Istiqlal qui a connu plusieurs phases dans son histoire. Après un président, comme vous l'avez justement fait remarquer il y a un instant, Alaa El Fassi, après un grand secrétaire général qui restait un quart de siècle, Mohamed Bousta, il y a eu Abbas El Fassi qu'on a appelé quelque part secrétaire général de transition. Mais quelle transition, sachant qu'à sa succession, à son départ en 2011-2012, on commençait déjà à évoquer le nom de Nizar Baraka. Rapidement, comment s'est passée cette évolution du parti sur ces décennies avant d'arriver à ce qui se passe aujourd'hui? Parce que le passé va éclairer sur le présent. Non, c'est-à-dire c'est que l'Istiqlal a longtemps vécu en léthargie intellectuelle, depuis le décès de Alaa El Fassi. Il y a l'autocritique, il y a le manifeste de l'égalitarisme, et puis il y a les programmes qu'adoptaient les différents congrès de l'Istiqlal. Effectivement, Mohamed Bousta était un grand secrétaire général qui a peut-être trop duré.
parce que quand même, il est resté 25 ans. C'est beaucoup pour un secrétaire général. Mais le parti qu'il a rendu, ou qu'il a remis entre les mains de Abbas el-Fassi, n'est pas le parti que lui a légué al-Fassi. Donc il s'est rétréci. Il y a une génération qui est passée quand même. Il y a une génération qui est passée. Il y a entre-temps la naissance de l'Union socialiste des forces populaires en 1975 et l'option démocratique qui va avoir pignon sur rue et qui va beaucoup gêner l'Istiqlal dans son évolution. Évidemment, Mohamed Bousta a eu une bonne fin de carrière avec des positions très, très tranchées, notamment lorsqu'il s'agissait de former le gouvernement, de l'alternance consensuelle, et notamment aussi lorsqu'il s'est agi de trancher, de mener la commission de la réforme de la Moudouana, puisque finalement, devant le statu quo qui avait marqué les travaux de cette... Oui, mais ça, c'était pas en sa qualité d'Istiqlalien ou d'ancien secrétaire général istiqlalien. Oui, mais je parle de sa fin de carrière, parce que après, il y a eu Abbas el-Fassi. Abbas el-Fassi, c'est autre chose. Abbas el-Fassi, bon, il a été le premier président de l'UGEM, l'Union générale des étudiants du Maroc, qui a été créée justement pour être le rival de l'Union nationale des étudiants du Maroc. Et il a une carrière politique. Il a été député et très tôt, il est ministre. Il est ministre de l'Habitat dès le premier gouvernement de 1977. À 35 ans à peu près, oui. Il est l'un des plus jeunes ministres. Et après, il va passer à l'artisanat. Et une fois que le Istiqlal repasse à l'opposition, repasse dans l'opposition aux environs, je crois, de 1984-85, Abbas el-Fassi ne va pas rester longtemps, puisqu'il va être nommé ambassadeur du Maroc en Tunisie et auprès de la Ligue arabe. Car en ce moment-là, le siège de la Ligue arabe avait été déplacé du Caire à cause du Camp David à Tunis. Par la suite, sur les circonstances des relations maroco-françaises aidant, il va se retrouver ambassadeur à Paris. Et donc, il va se trouver très loin de l'Istiqlal. Quoique, il reste en contact. Il reste au courant, il reçoit chez lui à Paris, et quand il vient en vacances, il est en contact permanent avec les Istiqlaliens, il a une idée de ce qui se fait, et puis c'est un profil qui a l'aval des parties prenantes de la décision politique au Maroc. Donc, en ce moment-là, normalement, le successeur théorique de Mohamed Bousta devant sortir dans une situation, de son propre chef, mais dans une situation où le parti de l'Istiqlal avait été laminé aux législatives de 1997. Il avait une trentaine de voix à peu près, une trentaine de sièges. Une trentaine, je crois même pas, mais moins. Mais moins a été laminé, et il a su. Donc il y a eu le congrès extraordinaire qui a été une forme de protestation contre les résultats de ces élections. Et il y a eu puis le congrès ordinaire par la suite qui devait revenir sur la décision du congrès extraordinaire qui disait on ne participe à aucun gouvernement. Et la situation s'est trouvée bloquée. Abdelrahman Yousfi, à l'époque, ne pouvant pas former le gouvernement, et il fallait quand même sauver cette alternance consensuelle dans les circonstances qu'on connaît de 1980, c'est-à-dire de 1998, on est à une année du décès de Feu Hassan II. Donc on est dans une situation très critique. On est dans cette menace de l'économie marocaine où un État, avait dit le défunt roi, risque la crise cardiaque. Il fallait revenir, après avoir ramené le parti vers la participation, il a tiré sa révérence, c'est dans la place, non pas comme il se devait normalement et théoriquement à Mohamed Douiri, qui était son secrétaire général adjoint, qui était secrétaire général adjoint et qui a toujours été le numéro 2 du parti, si c'est le numéro 1 bis de l'Istiqlal depuis l'arrivée de Mohamed Bousta après le décès de el-Fassi. Et c'est dans cette circonstance qu'est venu Abbas el-Fassi. Il a remis un parti à Hamid Chabat encore en plus mauvais état. Voilà, donc on peut dire une transition un peu bousculée.
Alors, l'Istiqlal a participé à plusieurs gouvernements. On va passer sur les 15 premières années après l'indépendance, assez rock'n'roll, on va dire, pour en arriver directement au gouvernement de 76-77 avec Asman. L'Istiqlal en a fait partie avec Ahmed Asman, puis avec Maté Bouabid. Et puis une longue traversée du désert jusqu'en 1998, où l'Istiqlal a participé au gouvernement d'une manière discontinue jusqu'en 2013. Alors, on en arrive à aujourd'hui. Est-ce que l'Istiqlal a toujours cru en un credo, a toujours défendu un credo qui est celui du refus de la politique de la chaise vide, Mehdi? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait penser à un retour de l'Istiqlal au sein du gouvernement? Est-ce qu'il y aurait sa place ou pas? Comment vous voyez les choses? Écoutez, dans la configuration actuelle des choses, je pense que ça serait un petit peu difficile d'imaginer un gouvernement avec 6 partis déjà qui ne s'entendent pas très bien, on le voit. C'est un peu dur à gérer une alliance de 6 partis. Et venir rajouter l'Istiqlal au milieu de tout ça, c'est un peu compliqué politiquement. Non, on entendait bien sûr, il y avait un bruit de couloir au moment où il y avait le vide dans certains ministères après le limogeage royal de 4 ministres. On entendait parler de ce scénario, certains caciques du parti qui disaient que l'Istiqlal devait revenir, etc. Mais depuis le remaniement, je pense que les Istiqlaliens sont passés à autre chose. Aujourd'hui, on parle plus de l'option de retirer le soutien critique, parce que là, l'Istiqlal, il ne faut pas l'oublier, il n'est pas dans l'opposition complètement, il n'est pas dans la majorité, il est dans une situation de soutien critique. C'est une décision de son dernier Conseil national. Non. Nizar Baraka respecte cet engagement-là. Naïm Kamal veut faire un commentaire peut-être sur ça? Non, ce que j'aimerais dire, c'est que l'Istiqlal d'aujourd'hui est un parti en convalescence. Et il n'est pas dans une position de soutien critique. Il n'était pas, si mes souvenirs sont bons, dès son accession au secrétariat général de l'Istiqlal, Nizar Baraka avait déclaré que le positionnement de l'Istiqlal serait un positionnement concurrentiel à celui du PJD. L'approche était cohérente puisqu'il disait nous avons à peu près la même base sociale. Le PJD avait fini par phagocyter une partie de la base de l'Istiqlal. Base conservatrice, populaire, classe moyenne, dans certaines villes. Et donc, avec un partage du référentiel religieux. L'Istiqlal, avant l'existence du mouvement islamiste et du PJD ou de tout autre parti, était par excellence le parti de l'islamisme et du salafisme. Le retour aux sources. Éclairé. Moderne. Non, c'est sûr, éclairé, moderne. Ce n'était pas le parti du voile et de la barbe. Non. Ça, je peux en témoigner. Non. Et donc, c'est ce positionnement qui était et donc une fois Nizar Baraka, secrétaire général du parti, Hamid Chabat défendait une ligne qu'il défendait avant le Congrès. Cette ligne, c'est quoi qu'il advienne, on va soutenir le PJD. Mais c'était une position d'adversité. Personnelle aussi, il faut dire. Personnelle, j'allais dire. Ça rimait un paquebot. J'allais dire. C'est une oui, décision, vas-y, justement, je suis totalement d'accord avec vous, Sinaïm. On ne dit pas deux choses différentes. D'ailleurs, Nizar Baraka le dit lui-même. Il dit, quand il a pris la tête du parti, le parti avait tenu quelques mois auparavant un conseil national, c'est le parlement du parti, qui est l'organe qui décide, qui prend ce genre de décision. Le conseil national avait décidé de se positionner en soutien critique du gouvernement. Et Nizar Baraka, il a dit dans sa dernière sortie chez la MAP, il a dit que moi je respecte les décisions du Conseil national. Donc pour l'instant, on maintient cette position de soutien critique et on tranchera lors du prochain Conseil national qui se tiendra très bientôt, en avril. En avril. Donc là, c'est ce que je disais, parce que vous avez posé la question, est-ce qu'il y a une possibilité de retour de l'Istiqlal au gouvernement? Je pense que non. Et je pense qu'aujourd'hui, le vent, il va vers le sens de retirer ce soutien critique du gouvernement et devenir un réel parti de l'opposition par rapport à ce gouvernement. Alors, pour compléter votre nomenclature, si vous me permettez, ce qu'a dit Nizar Baraka au forum de la MAP la semaine dernière, c'était qu'on allait passer, donc il a dit ça en arabe, je traduis, nous allons passer du soutien ferme ou absolu au soutien critique
du gouvernement. Et puis nous allons voir, évaluer le bilan de aller ce gouvernement. Et puis peut-être, s'il le faut, nous passerons à l'opposition constructive. Ça rappelle un peu les anciens. Le Istiqlal a toujours été maître dans la création de ce genre d'expression. C'est des signaux qui montrent clairement qu'on se dirige que l'Istiqlal se dirige vers l'opposition. D'abord parce que le contexte où la décision du soutien critique a été prise a complètement changé aujourd'hui. C'est Hamid Chabat, vous l'avez bien dit, c'est Naïm Hamid Chabat, dans une confrontation un petit peu personnelle avec... il a décidé de prendre... C'est une position égotique. C'est une position égotique, exactement. Là, Nizar Baraka est totalement différent. C'est les deux profils qui sont différents. Et il doit se positionner aujourd'hui. Il est en train de reconstruire le parti. Et le parti de Istiqlal, qui est un grand parti, même s'il a aujourd'hui 30 sièges ou quelques, ça reste un grand parti. Il doit se positionner clairement dans la carte politique actuelle qui est en mouvement, qui bouge. Il y a le RNI qui est en train de gagner des galons et le PAM qui est dans l'opposition mais qu'on ne l'entend pas. Pas très audible. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils font, sachant qu'ils ont quand même 102 sièges, c'est la deuxième force politique du pays. Donc l'intérêt stratégique aujourd'hui pour Nizar Baraka, je pense, c'est d'être aujourd'hui le parti qui incarne l'opposition face à ce gouvernement que l'on dit pas homogène, pas cohérent, etc. C'est un positionnement politique qui va clarifier un petit peu la carte et le paysage. Tout ça c'est très bien, mais vous avez cité tout à l'heure le terme cacique du parti, certains caciques du parti au sein du comité exécutif. On dit qu'il y a, on sait aussi qu'il y a beaucoup de... Le soutien critique pourrait sous-entendre aussi une expression, une volonté, une envie du gouvernement. Chez certains cadres de l'Istiqlal. Il y en a qui ne se sont jamais vus. Parce que par vocation et par essence, l'Istiqlal est un parti de gouvernement. Même s'il a une grande expérience de l'opposition de 1963 à 1977, même s'il a eu de 1984 ou 1985 jusqu'à 1998 encore une autre phase d'opposition, on va le voir, il est pratiquement tout le temps au gouvernement. C'est pas un parti de ce qu'on disait, je crois que c'est ce que vous me disiez tout à l'heure avant qu'on entre au plateau, c'est pas l'opposition, c'est l'opposition de Sa Majesté et non pas comme certaines autres formations se positionnaient comme l'opposition à Sa Majesté. Donc on était, il est dans cette position. C'était le sens de la formule des Istiqlaliens des années 70-80, plutôt 80. Opposition de Sa Majesté, Hizbikul. Alors, moi, j'ai des difficultés à comprendre c'est pas chez Oussad al-Istiqlal, mais chez Nizar Baraka, cette modification, ce dièse, ou plutôt ce bémol, qu'il apporte à la position, à son analyse première, qui était de dire, il faut que je me positionne dans l'opposition, il faut que je sois un parti concurrentiel du PJD si je veux regagner mon espace naturel. C'est ce qu'il est en train de faire. Et je ne sais pas, est-ce que vous l'interprétez, Mehdi, comme le prélude, le prélude à une entrée directe dans l'opposition. D'autres peuvent l'interpréter, c'est-à-dire l'interpréter comme l'expression d'une envie gouvernementale. Maintenant, on va voir ce que va dire le Conseil national. Mais moi, je ne juge pas le soutien critique à l'aune de ce qu'a dit Hamid Chabat avant le Congrès. En tous les cas, c'est sur suggestion de Chabat. C'est-à-dire que l'Istiqlal reste toujours tenu par les délibérations, la décision de violence. Nizar Baraka l'a dit, il a dit je vais rester fidèle aux engagements du Parlement du parti. C'est une position du Conseil national d'avant le Congrès, le dernier Congrès. Entre-temps, il y a eu un nouveau Conseil national qui a été élu. Ce Conseil national a élu une nouvelle direction et de nouvelles instances. À partir de là, la scène politique a changé, a évolué. Beaucoup d'éléments sont intervenus entre-temps. On a eu le départ de Mkiran, on a eu l'arrivée de l'Asmani, il y a la montée du RNI, il y a la crise du PJD. Donc il y a cette paralysie qu'on ne comprend pas beaucoup du PAM. Il y a la somnolence du mouvement populaire. Il y a le PPS qui est perdu
qu'on ne sait plus s'il est dans l'opposition, il est dans le gouvernement, s'il est dans l'opposition, que fait Nabil Ben Abdallah, que font ses amis. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont intervenus et c'est à partir de là, et moi je prends, c'est pour ça que j'ai dit, je juge la déclaration qu'a faite Nizar Baraka devant la MAP, non pas à l'aune de la décision du Conseil national d'avoir le Congrès, mais à l'aune de ce qu'a déclaré, et je crois même que c'était dans tel quel, hein, de ce qu'a déclaré Nizar Baraka après le Congrès, une fois élu secrétaire général. Et c'est pour ça que je dis, cette variation, il faut attendre encore un moment pour vraiment lui trouver une justification. On en reparlera, si vous voulez bien, après la pause. Le temps court, vous savez, Naïm. Le temps court, on reprendra après la pause. À tout de suite, merci. Rebonsoir, nous reprenons notre discussion, notre débat sur la reconstruction ou convalescence, pour reprendre votre terme, Naïm Kamal, du parti de l'Istiqlal. Pour ceux qui nous rejoignent, avec nous pour en discuter ce soir du parti de l'Istiqlal et tout à l'heure de la rencontre Kim-Donald Trump, Naïm Kamal, directeur de Kouid.ma, et Mehdi Mishbel, rédacteur en chef du magazine Tel Quel. Alors, je vous avais interrompu tout à l'heure, Naïm, vous étiez en train de parler justement de cette configuration qui est en train de se passer actuellement au parti de l'Istiqlal. Alors, continuez. Non, mais c'est-à-dire que... Et je voulais rebondir moi aussi avant. Vous allez rebondir. Vous allez rebondir. Il n'y a pas de problème. Non, ce que je voulais vous dire, personnellement, je ne vois pas de sens aujourd'hui à une participation de l'Istiqlal au gouvernement, à une entrée au gouvernement. Je n'y vois pas de sens. L'Istiqlal est un parti qui a été malmené. Il a été malmené par sa propre direction et il a été malmené par ses partenaires et il a été malmené par le parti qui l'a phagocyté, en l'occurrence le PJD, qui l'a phagocyté idéologiquement d'abord. Donc il a été malmené. Aujourd'hui, je crois que les finances du parti ne sont pas en bon état. Il va falloir reconstruire. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. La presse du parti est quasiment inexistante. On n'est plus l'opinion, les qui en parle aujourd'hui. Alors qu'à une époque, c'était les journaux de référence. Aujourd'hui, rien sur la place. Et donc il y a tout à reconstruire. Il y a les sections, il y a les inspections, il y a les régions, tout est à refaire. Le contact avec les citoyens. Vous savez, une participation au gouvernement, surtout pour une durée, est toujours sanctionnée négativement, quelles que soient les réalisations. Sauf rares moments de l'histoire pour des raisons qui n'ont rien en rapport avec les réalisations du gouvernement, pour d'autres raisons politiques. Et l'Istiqlal rentre aujourd'hui au gouvernement, ça veut dire qu'il va tomber dans la paralysie gouvernementale, il ne va pas pouvoir s'occuper de ces sections, et il va être obligé de tenir un discours gouvernemental, programmatique, qui n'est pas séduisant. Alors, avant que vous rebondissiez, Mehdi Mishbel, je vais abonder dans le sens inverse et vous laisser rebondir dessus. Il y a eu une constitution en 2011 et il y a eu un premier gouvernement, donc le gouvernement Ben Kailan, de début 2012 jusqu'à 2017. On peut considérer ça comme une transition politique quelque part entre l'ancienne constitution et la nouvelle. Là, le roi Mohamed VI a appelé à un nouveau modèle de développement économique. Est-ce que vous ne pensez pas que même à 7, plus on est de fous, plus on travaille, pour adapter un peu l'expression, est-ce que vous ne pensez pas qu'à 7, ils auraient leur place pour pouvoir mettre en place quelque part un nouveau modèle? Plus on s'amuse, plus on fait rien. Ça, c'est l'expression originelle, moi je l'ai adaptée. Non, je dis que plus on s'amuse, plus on fait rien. Ça, c'est vous qui le dites, mais enfin, on va voir ce que va dire Mehdi. Peut-être qu'il sera d'accord avec vous, peut-être pas. Déjà cet appel royal a lancé une réflexion pour un nouveau modèle de développement. Ça a compliqué la situation pour le gouvernement Letmani qui avait présenté un programme quelques mois plus tôt, en avril. Donc le roi a fait son discours en octobre. Et le programme gouvernemental, et ça c'est Aziz Akhnouch qui l'a dit lors de sa dernière sortie médiatique, est devenu obsolète. Aujourd'hui, il faut penser à autre chose. Le chef de l'État a appelé tout le monde, les partis politiques, la société civile, les intellectuels, les économistes, à réfléchir à un nouveau modèle en reconnaissant que le modèle actuel est arrivé à bout de souffle. Il a proposé un modèle économique, Aziz Akhnouch. Oui, il a proposé peut-être un autre. Ça c'est intéressant et j'aimerais bien en parler. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un petit peu les débats politiques qui animent la scène politique, on n'est plus dans
dans les débats idéologiques qu'on entendait avant le gouvernement Etchmeni, entre PAM et PJD, les débats sur l'islam politique, l'idéologie, l'islamisation de l'État, etc. Là, on a un parti qui est le RNI, qui vient présenter un nouveau modèle de développement, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui est axé sur 3 principaux secteurs, l'éducation, la santé et l'emploi. Nizar Baraka a été le premier. Là, on parle beaucoup de Aziz Akhnouch, mais Nizar Baraka, dès le lendemain du discours royal, a créé une commission au sein du parti de l'Istiqlal pour justement réfléchir à un nouveau modèle de développement. Il me dit, des gens au sein de l'Istiqlal me disent que le travail est prêt et qu'il va être présenté prochainement. Donc là, je pense que le débat politique va plus porter sur des choses stratégiques pour le pays, comme le modèle de développement, dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'emploi. Et ça va nous faire du bien, nous, d'entendre des partis politiques discuter de choses concrètes qui touchent le citoyen, de l'avenir du pays, au lieu de se chamailler sur des histoires idéologiques qui n'ont aucun sens, véritablement. Ça s'est passé. Ça s'est passé, mais on est passé à autre chose, heureusement. Et là, on parle de programme. Nizar Baraka, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui dirige le CSE et qui a une vision globale sur le pays. Et ce modèle de développement, il sait où on doit, vers quel modèle on doit aller. D'ailleurs, c'est le CSE qui a un petit peu conçu le modèle de développement des régions, des provinces du Sud. C'est là où ces 2 fonctions deviennent inconciliables. Exactement, elles sont inconciliables, il faut trouver une solution un jour ou l'autre. Et votre question de cette partie au gouvernement, pourquoi faire? En fait, cette partie, vous savez, cette partie, il y en a 3 peut-être qui sont visibles. Les autres, on n'a qu'à consulter notre ami Naïm. Ils sont un peu plus pour la figuration. Mais il sera invisible, lui aussi. Il n'aura pas de discours et il ne pourra pas. Là, on a entendu Nizar Baraka, là, on parlait de l'opposition et son choix, etc. Bien sûr, lui, il ne peut pas venir et dire « moi, je retire le soutien critique, je pars à l'opposition » sans passer par le Conseil national. C'est quelqu'un qui respecte les institutions du parti. On est d'accord. Mais dans son discours, il tient un discours d'opposition. Quand il parle du bilan du gouvernement, quand il parle de l'inaction du gouvernement dans les secteurs justement de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Quand il vous sort des chiffres qui donnent froid au dos sur le taux de chômage... Il ne peut pas faire moins que le roi. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il peut tenir ce discours s'il est à l'intérieur du gouvernement, sachant que les partis de la majorité ont signé une charte de non-agression. De solidarité. De non-agression, on peut retenir ça. C'est surtout non-agression. Et je pense que, politiquement parlant, tactiquement parlant, pour l'Istiqlal, la meilleure position aujourd'hui, au vu de ce gouvernement qui est tout sauf homogène, la meilleure position pour ce parti-là, c'est être dans l'opposition, sachant que d'ici 2020, il ne reste que 3 ans et demi pour les prochaines élections. C'est juste le temps pour reconstruire les bases du parti, lancer une réflexion sur le modèle de développement, préparer un programme politique ou même un projet de société, parce qu'on parle de ça, un modèle de développement, ce n'est pas que le volet économique, c'est tout un projet de société, et le présenter aux électeurs en 2021. Et là, je pense qu'on aura un vrai débat politique entre un RNI qui a déjà, on connaît les grandes lignes de son programme, entre l'Istiqlal avec à sa tête Nizar Baraka qui est un expert de ce genre de questions économiques, sociales, etc. Donc, finalement, on aura 3 le PJD aussi, qui j'imagine locomotive sera aussi obligé de faire une offre économique et sociale dans ce sens. Et ça va faire du bien au paysage politique. Et même nous, les médias, au lieu, avant sous Ben Kiren, les papiers politiques des journalistes, si Naïm, je parle sous votre contrôle, c'était Ben Kiran a dit, Chabat a répondu. C'était la forme plus que le fond, nous y arrivons. Heureusement qu'aujourd'hui, on parle de sujets de fond. On va y arriver justement, ça pourrait poser problème. En même temps qu'on essaie de reconstruire un nouveau modèle de développement, ou plutôt de construire un nouveau modèle de développement, il ne faut pas aseptiser la scène politique. C'est-à-dire aujourd'hui, le Conseil social et économique et environnemental, c'est de la réflexion, c'est du pragmatisme, il va indiquer des voies. Nous avons un parti de gestionnaires, qui est le RNI, qui eux font également dans le pragmatisme. Et les autres partis doivent aussi vendre une autre marchandise dont la scène politique a besoin. C'est le rêve et l'utopie. Ce sont 2 ressorts de la mobilisation populaire essentiels. C'est pourquoi les gens ne sont plus attirés par les partis politiques, c'est parce qu'ils ne sont plus séduisants, c'est parce qu'ils ne vendent plus du rêve,
la politique est faite également de rêves, d'utopie. Et c'est là où réussit le mieux le PJD, c'est qu'ils vont un rêve, mais un rêve de l'au-delà. Donc c'est à ce niveau-là qu'on est. Et c'est pour ça, moi j'ai peur que sous l'impulsion de Nizar Baraka, avec sa double casquette du CCE et du secrétaire général du secrétaire général de l'Istiqlal, il y a des ponts entre la réflexion qui se fait ici et là, et on oublie au passage et en route cette fonction qui est celle d'un parti, c'est celui de faire rêver la population, de la mobiliser vers des perspectives qui ne sont pas réalisables à moyen terme, mais des perspectives à inscrire dans le temps. Alors justement, un commentaire? Non? Oui, j'ai un commentaire. Moi, je suis d'accord. Un parti, il doit vendre un rêve, etc. Mais je pense que c'est un petit peu dépassé. Sinaïm, excusez-moi de dire ça. C'est un petit peu dépassé. Le rêve de gauche, l'idéal de droite, cette confrontation idéologique qu'on avait par le passé, avec une petite sauce islamiste pour les pays arabes et musulmans, etc. Je pense que tout cela s'est dépassé. Aujourd'hui, le rêve, si un parti veut vendre du rêve, il doit nous dire comment il compte transformer ce pays. Alors justement, là, quand vous parlez de transformation, quand vous parlez de rêve, avant de prendre l'avion et de partir en Corée du Nord, moi j'aimerais bien qu'on me vende ce rêve-là. Comment on va transformer? Je voudrais vous poser une question justement qui pose un problème. Et je reprends votre expression, le rêve et l'utopie, ou le rêve ou l'espoir. Quand on voit la structure politique, enfin la scène politique actuelle, vous avez un Ben Kiran tribun qui a cédé la place à l'Atmani, Saadin l'Atmani, chef du gouvernement, Aziz Akhnouch qui a pris la place de Salah Eddine Mzouar, et puis Nizar Baraka qui prend la place de Hamid Chabat. Donc ce sont trois personnes rationnelles, posées, il y a probablement quelqu'un d'autre qui va prendre la place de Nabil Ben Abdallah au prochain congrès. Ah ben, il faut l'espérer. On ne sait pas, je ne sais pas. Vous avez une voyante qui vous a dit ça? Non. Donc ces trois personnes... Je sais à qui vous faites référence. Bien entendu. Ces trois personnes qui sont calmes, rationnelles, Saadin l'Atmani, Aziz Akhnouch, Nizar Baraka, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient véritablement vendre du rêve et de l'espoir aux populations, malgré le fait qu'ils vont développer des discours rationnels, des discours chiffrés, des discours réalistes? Mais est-ce que vous ne pensez pas? Mais de l'espoir, rapidement, oui. s'il vous plaît, parce qu'on a un avion qui nous attend pour aller en Corée. Du rêve, non. Je ne pense pas qu'ils sont capables, ou c'est des gens de la trempe de Ibn Kiran qui est capable d'enflammer les foules, etc. Ce pas des profils comme ça. Mais ils peuvent vendre de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, l'espoir, il faut qu'on soit pragmatique aussi. Il faut qu'on soit pragmatique. C'est quoi les préoccupations du citoyen aujourd'hui? C'est l'éducation, la santé, l'emploi. Voilà. Très bien. Et le rêve qu'on doit vendre à ces gens, c'est leur donner des solutions et leur dire. Discrimination spatiale et les. Oui, bien sûr, mais il faut. Là, c'est les trois grands problèmes du pays. Après, le reste, c'est technique, on peut le régler, c'est pas un problème. Mais on a besoin d'un projet dans l'éducation. On a besoin d'un projet dans la santé et on a besoin de créer des emplois, de créer des richesses. Et ça passe par des programmes économiques et sociaux sur du très long terme. Et là, on peut parler d'espoir. Donc, un parti qui saura nous donner des solutions. Parce qu'on a un avion à prendre donc, pour aller en Corée du Nord ou aux États-Unis. D'ailleurs, on ne sait pas où se passera la fameuse rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump. Ce sera en Corée du Sud, ce sera quelque part d'autre, on n'en sait rien. Mais bon, ils sont convenus de se rencontrer avant fin mai, disent-ils. Après la guerre des mots, on n'en est pas encore au mot doux, mais peu s'en faut. Sauf que non, puisque les deux présidents sont de nature particulièrement imprévisible. Kim Jong-un fait des tirs militaires, des tirs nucléaires en septembre, et 3 mois après, il fait les yeux doux à la Corée du Sud. Et puis Donald Trump qui envoie son secrétaire d'État, Rex Tillerson, en Afrique pour redorer le blason américain avant de le renvoyer hier sur un simple tweet. Alors, on ne peut vraiment pas dire si ce sommet se prépare sous les meilleurs auspices ou pas, mais Zimi Chbal, est-ce que vous pensez que ce sommet aura lieu entre deux dirigeants aussi irascibles que puissants l'un que l'autre? Est-ce que vous pensez finalement qu'il aura lieu? Sincèrement, je n'en sais rien. Compte tenu de la personnalité des deux hommes, Kim et Trump, d'abord, c'est un coup de théâtre diplomatique, ça. Qui disait qu'un jour, Trump allait rencontrer le président de la Corée du Nord? Qui le disait? C'était inattendu. Maintenant, moi, j'ai suivi un petit peu ces va-et-vient par l'intermédiaire de la Corée du Sud qui est intervenu auprès de Trump pour organiser une rencontre, etc. Trump a dit oui.
Pour l'instant, on n'a pas encore entendu la réaction de Kim. Il n'a pas encore dit oui ni non. Voilà, donc Trump a dit que la rencontre... Il a demandé, ça a été transmis, ça a été accepté. Ça a été transmis, mais on ne l'a pas entendu. C'est ville demandeur, mais on ne l'a pas entendu. Trump est sorti pour dire oui, moi je suis prêt à rencontrer Kim. Il n'a pas non plus démenti. Il n'a pas démenti non plus. Maintenant, vu la personnalité de ces deux personnes, rien n'est sûr, rien n'est sûr, rien n'est sûr. Est-ce que ça va être une rencontre diplomatique où ils vont s'entendre sur quelque chose, sachant que le principal sujet, c'est le nucléaire? Est-ce que Kim va accepter de dénucléarisation? Qu'est-ce que veut demander l'un à l'autre? Ben c'est ça, le sujet de négociation, c'est le nucléaire. Est-ce que non, Kim demande autre chose? Oui, mais c'est d'abord le nucléaire. Il demande la levée des sanctions. Voilà, il demande la levée des sanctions. D'ailleurs, je pense que c'est les sanctions qui ont poussé Kim à demander cette pas seulement les sanctions. Ce qu'on dit, vous, Naïm Kamal, vous pensez... Pardon, allez-y. Voilà, donc c'est un peu compliqué à prévoir. Trump est imprévisible. Kim, la même chose. Ce sont les deux chefs d'État les plus imprévisibles au monde, avec les Philippins. Donc ça va être une rencontre imprévisible. Je ne peux pas vous dire est-ce que ça va réussir ou pas. Ça peut être un grand moment diplomatique où la paix sera le mot d'ordre, comme ça peut être un désastre. Alors il y a des fiasco, analystes, Naïm Kamal, qui disent que finalement c'est très dangereux parce que si cette rencontre a lieu et qu'elle n'arrive à rien, il n'y aura plus de voie diplomatique et donc il y aura un problème. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir quelque part un réchauffement, une atténuation de la tension? Tout est toujours possible. Moi, quand j'ai entendu cette information, j'ai repensé à Richard Nixon et à la Chine qui se sont rencontrés autour d'un match de ping-pong à Pékin, alors qu'il y avait ni les États-Unis ne reconnaissaient la Chine, ni la Chine ne reconnaissait les États-Unis, que la Chine populaire, je parle de la Chine populaire, ne siégeait même pas à l'ONU, et c'était Taïwan qui était membre du Conseil de sécurité, et qu'en moins d'une année, il y a eu un bouleversement. Taïwan est sorti du Conseil de sécurité, la Chine a pris sa place au Conseil de sécurité comme l'unique Chine et l'unique membre du Conseil de sécurité. Donc en politique, en diplomatie, tout est toujours possible. Je vous ferai remarquer quand même que c'était Nixon et Mao Tse-tung et pas Trump et Kim. C'était quand même autre chose. Oui, avec un secrétaire d'État qui s'appelait Kissinger. Oui, mais attention. C'était quand même autre chose. Mais vous oubliez que Richard Nixon, c'est aussi le Vietnam. C'était des situations de tension énormes. Non, on peut le critiquer. Moi, je vous dis dans le caractère imprévisible. C'était pas quelqu'un d'imprévisible. Il savait ce qu'il faisait. C'était alors que les Américains et les Vietnamiens négociaient à la rue Cléber et dans la banlieue de Paris la sortie de guerre. Il y avait eu énormément de tensions. C'était la guerre froide. Il y avait l'Union soviétique. Donc je ne dis pas que la réunion Trump-Kim Jong-un aura lieu. Ça, je ne peux pas le dire. Personne, vraiment, aujourd'hui, vous pariez sur, à 100% sur l'éventualité de cette rencontre, parce que tout peut changer à tout moment. La plus correcte des analyses, à mon sens, c'est celle qui dit que, normalement, une rencontre pareille doit être préparée diplomatiquement en amont. Une fois que tout est prêt, qu'on est d'accord sur tout, on se rencontre pour conclure. Alors c'est ça le problème, puisque l'une des chevilles ouvrières, c'est Rex Tillerson. A été viré. Il a été viré, on ne peut pas dire ça autrement, par tweet. Ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il n'y a pas eu un travail en underground, dans la confidentialité auparavant? Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas si ce travail est en train de se faire, s'il se fera d'ici fin mai. On oublie également que les États-Unis n'ont pas vraiment besoin aujourd'hui d'une guerre en Corée. D'abord parce qu'ils sont occupés ailleurs, ils sont occupés au Moyen-Orient. Ils sont revenus sur l'Iran alors qu'ils étaient en train d'être... Mais c'est dangereux de faire une guerre nucléaire. Non, je sais, c'est dangereux. Et en même temps, il ne faut pas oublier de l'autre côté, il y a la Chine, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud. Ils n'ont pas non plus que ça explose dans leur région. Et je présume que derrière toutes les apparences et la théâtralité de la rencontre des Jeux olympiques de Pyeongchang, il y a quelque chose qui s'est fait à partir de là et que le poids de la Chine et de Pékin est très présent dans cette éventualité. C'est-à-dire,
rien n'aurait été possible, ni en Corée du Sud, ni en Corée du Nord, si la Chine n'a pas mis son poids dans la balance à côté de la Corée. C'est comme ça que j'imagine, du moins. Même si... Ça n'a pas été dit, mais c'est plausible. C'est plus que plausible. On ne sait rien de ce qui se passe à Pyongyang. C'est plus que plausible, c'est-à-dire, j'imagine pas que on ne joue pas ça à qui tout double. Ce genre de rencontre, on ne les joue pas à coup de double. Maintenant, effectivement, il y a la personnalité équivoque de Trump, il y a la personnalité équivoque de Kim Jong, et on ne sait pas vraiment comment ils vont réagir. Mais bon, il faut croire que derrière chaque homme, il y a des appareils, il y a des administrations. Et je crois que Trump est en train de mettre un peu d'ordre. Il est en train de mettre ses hommes partout. Je pourrais peut-être vous dire, sans crainte de trop me tromper, que non, il n'y a pas toujours des administrations et des appareils derrière. Parce que, Mehdi, si on doit parler des personnalités en dehors du caractère diplomatique, si on doit parler des personnalités, finalement, ils ont des points communs. Et c'est ce qui fait le danger de cette réunion, si elle a lieu ou même si elle n'a pas lieu. C'est qu'ils ont tous les deux un pouvoir énorme. Bon, pour la Corée du Nord, c'est clair. Pour les États-Unis, Trump voue une sorte de mépris pour ces institutions. Ils ont une propension à se débarrasser de ceux qui les gênent, avec des méthodes différentes, certes, mais de s'en débarrasser. Si cette rencontre a lieu, Mehdi, on va faire un peu de science-fiction. Comment vous l'imaginez concrètement entre ces deux hommes qui se sont dit pique-pendre entre deux? Très tendu, certainement. Peut-être drôle aussi. On verra des tweets de Trump, on verra aussi des sorties de Kim de l'autre côté. Mais la rencontre en elle-même. La rencontre en elle-même, Kim Jong-un, ça va être la rencontre du siècle, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est clair, on peut déjà parler de ça. Moi je ne pense pas que les deux hommes pourront s'entendre. Je ne pense pas. Par contre, ils ont intérêt tous les deux à ce qu'il y ait un processus de paix. Parce que personne n'a intérêt à faire la guerre. Qui cédera le premier? Ni Trump, ni Kim Jong, ni les puissances régionales. Vous avez parlé de la Chine. Il y a le voisin coréen aussi qui joue un petit peu les intermédiaires dans cette affaire. Ils ont à perdre, ils ont beaucoup à perdre. La Russie non plus, le Japon, personne aujourd'hui dans le monde, même l'Europe, même l'Union européenne, tout le monde, personne n'a intérêt à ce qu'une guerre explose dans cette région. Donc ils seront acculés à s'entendre par l'entremise de la Chine peut-être, de la Corée du Sud. Voilà, mais alors le problème ça va être un scénario. Un autre problème. Quand on voit comment ils sont empêtrés en Syrie, en Libye et dans toute la région, au Sahel, parce que c'est interminable. Une fois qu'on entre en guerre, on ne sait pas comment on va en sortir. Maintenant, il faut imaginer que dans cette région, qui est beaucoup plus développée que le Moyen-Orient, où l'économie est florissante, où l'armement est moderne, du côté chinois, du côté japonais, c'est des gens qui ont du savoir. Et c'est un savoir qui peut être mobilisé rapidement. Donc, on imagine que, sauf à utiliser, et dès le premier coup, les gros moyens pour remporter une guerre, ça va être un fiasco mondial. Ça va être un fiasco mondial. C'est dangereux, c'est dangereux parce qu'il est acculé. Maintenant, je vais vous dire une chose. Bill Clinton devait rencontrer Kim, le père déjà. Bush devait rencontrer. Madeleine Albright est allée à Pyongyang et on lui a fait tout un Encore une fois, Naïm, c'était le père, Kim Jong-il, qui lui n'est pas le fils. Le père était déjà dirigeant de son pays sous son propre père Kim Il-sung. Parce que c'est une dynastie, vous savez. Vous savez, ils lui ont fait un spectacle où il y avait 100 000 personnes à Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État américaine à l'époque. Ils lui ont mis un spectacle avec 30 000 personnes, comme seuls les communistes savent le faire. Ces chorégraphies énormes. Et puis, il y a eu sur le grand écran, moi je l'ai lu quelque part, un tir de missile. Et Kim a dit, et l'autre a été choqué un peu, il dit non, c'est juste pour vous dire que c'est le dernier tir. Bon. Oui. Et l'histoire est en train de se répéter, mais jamais Bill Clinton, ni Obama, ni Bush n'ont rencontré un président nord-coréen. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir? Ce qui se passe, c'est que depuis hier, Rex Tillerson a été remplacé par Mike Pompeo, l'actuel chef de la CIA, qui est très apprécié du président Donald Trump parce qu'il connaît son aversion pour la lecture. Alors, il donne des rapports sous forme de diagrammes et de dessins. Alors, qu'est-ce qu'a dit le nouveau secrétaire d'État, enfin, en attendant qu'il soit investi par le Congrès, pour que la CIA connaisse le succès? La CIA et donc la diplomatie, et donc avec Pyongyang. Elle doit être agressive, brutale, implacable et impitoyable.
Alors Mehdi, en 2 minutes, parce que le temps presse, est-ce que ce n'est pas inquiétant quand on connaît la personnalité de Kim Jong-un qui est aussi agressif, brutal, implacable et impitoyable? C'est ça, le risque. C'est ça le risque. C'est que des phrases comme ça, ils peuvent faire exploser tout ce processus d'entente entre les deux chefs d'État. Et là, c'est du Trump pur jeu. Cette phrase de l'ex-patron de la CIA qui est devenu aujourd'hui le secrétaire d'État américain, ça pourrait être un tweet de Trump. C'est le même temps, c'est le même... Vous savez négocier sous les bombardements. Pendant que les Américains négociaient la paix au Vietnam, ils bombardaient et ils tiraient au napalm. Il y avait le risque nucléaire parce qu'il y avait Moscou qui était impliqué aussi. Il n'y avait pas des fous au pouvoir. C'est ça la différence. On ne sait pas s'il y avait des fous, c'est vraiment, ils sont tous fous, ça. En tout cas, comme on dit chez nous, Allah yahdar salama. Merci messieurs d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débrief. D'ici là, restez sur Medi 1 TV, l'information et le divertissement continuent en continu. Merci et bonne fin de soirée.